Bienvenue au Centre francophone de l'Université de Novi Sad. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir saluer parmi nous Son Excellence, l'ambassadrice du Canada, Madame Kati Chaba, l'ambassadeur à Belgrade. Elle va nous parler de la francophonie, elle va nous parler des priorités canadiennes, et elle va nous parler des femmes dans les sciences. Donc sa présentation combine heureusement dans le mois de mars, qui est important justement à cause de ça, le mois de la francophonie et la journée de la femme. Donc sa présentation va combiner ces deux moments importants pour nous. Comme d'habitude, pendant les événements de ce type, nous avons ici avec nous Monsieur Vukašin Živaljević, notre caméraman du département des médias, qui va filmer cet événement et qui va le poster sur le YouTube. Et dans la cabine, notre collègue Jelena Nikolić, qui va traduire cela. Elle est ancienne étudiante de notre master de traduction et d'interprétariat. Donc, vous allez profiter du travail de nos produits, un caméraman, une interprète, et vous allez pouvoir voir les produits de la faculté des lettres en travail. J'espère que vous allez en profiter et je vais donner le micro à Son Excellence, Madame Kati Chaba maintenant. Merci. Comme ça. Okay. Merci beaucoup. Merci de cette introduction. Dobar dan svima. Ja ću prvo samo par riječi reći na srpskom. Meni je jako drago biti tu. Ovo mi je drugi put u Novom Sadu, ali prvi put na vašem univerzitetu i je lijepa prilika da se upoznam sa vama. Je vais parler en français, mais comme vous allez voir dans une minute, la présentation sur l'écran va être en serbe. Alors comme ça, j'espère que ceci va vous aider à comprendre. Comme ceci a été dit, je suis très heureuse d'être ici durant le mois de la francophonie, le mois de mars, et je vais vous parler de la francophonie, mais aussi du Canada et des priorités canadiennes. Pendant que je parle, je vous invite à penser à vos questions, parce qu'à la fin de ma présentation, je vais être très heureuse de répondre à vos questions si vous en avez. Alors, pour commencer, le terme francophonie est apparu pour la première fois vers 1880, lorsqu'un géographe français, Onésime Reclus, l'utilise pour désigner l'ensemble des personnes et des pays parlant le français. Mais il faut faire une distinction. Il y a francophonie avec un F minuscule qui désigne les locuteurs de français. Et il y a la francophonie avec un F majuscule qui représente le dispositif institutionnel organisant les relations entre les pays francophones. La francophonie, et c'est tout d'abord les femmes et les hommes à travers le monde qui partagent une langue commune, le français. Et à travers le dernier rapport de l'Observatoire de la langue française, publié en 2018, c'est estimé qu'il y a à peu près 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents qui sont francophones, qui parlent le français. Pour continuer, je vais vous parler un peu de la francophonie comme institution. Alors, la francophonie institutionnelle est un ensemble de 88 États et gouvernements qui ont le français comme langue commune. Ceci inclut 54 membres de plein droit, 7 membres associés et 27 observateurs. La principale institution de la francophonie est l'Organisation internationale de la francophonie, qui est connue aussi par son acronyme l'OIF.
Alors, l'OIF a été créé par la Convention de Niamey en 1970 sous l'appellation l'Agence de coopération culturelle et technique, ou ACCT, mais cette institution est devenue l'OIF en 2005. Et l'Organisation internationale de la francophonie est une personne morale de droit international public et possède une personnalité juridique dont le siège est à Paris. Alors, cette carte vous montre où sont les 88 membres de la francophonie, incluant les membres associés et les observateurs. Comme vous voyez, il y a le Canada, bien sûr, mais je vais parler du Canada un peu plus tard. Mais pour vous parler de quelques pays dans la région de l'Europe de l'Est et du Sud-Est, alors il y a la Serbie qui est devenue observateur de la francophonie en 2006 et l'année dernière, en 2018, est devenue membre associé, ce qui est un très beau pas de l'avant. Il y a aussi la Macédoine du Nord, qui est membre depuis 2006 et qui est membre en plein droit. Le Monténégro sa date d'adhésion à la francophonie est 2010 et ils sont encore observateurs. Il y a aussi la Grèce qui a rejoint le groupe en 2004 et qui est membre en plein droit. Il y a la Roumanie qui est devenue membre en 1993 et qui est membre de plein droit. Il y a aussi l'Albanie qui a rejoint le groupe en 1999 et qui est membre en plein droit. Et bien sûr, il y a la France en Europe qui est devenue membre en 1990 lors de la création de l'OIF et qui est membre en plein droit. Alors, l'Organisation internationale de la francophonie est une institution intergouvernementale fondée sur le partage d'une langue et de valeurs communes. Elle conduit des actions dans les domaines de la politique internationale et de la coopération multilatérale. Et les 4 missions de coopération multilatérale de l'OIF sont de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Deuxièmement, de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Troisièmement, d'appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Et quatrièmement, de développer la coopération au service du développement durable et de la solidarité. Une autre institution qui fait partie de ce groupe est l'Agence universitaire de la francophonie, ou l'AUF, qui est un des 4 opérateurs de la francophonie, regroupant 909 universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique, utilisant la langue française dans 113 pays. Fondée en 1961 à Montréal, au Canada, elle est l'une des plus importantes associations d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche du monde. Elle est également l'opérateur pour l'enseignement supérieur et la recherche du sommet de la francophonie. La stratégie de l'AUF pour les années 2017 jusqu'à 2021 sont de construire ensemble le nouvel espace universitaire francophone. Et cette stratégie de 2017-2021 vise à accompagner les établissements d'enseignement supérieur et de recherche face aux défis qu'ils rencontrent et à contribuer à ce qu'ils trouvent les réponses correspondantes. Ainsi se crée un nouvel espace universitaire francophone bâti autour de l'acceptation de ces défis et des actions pour les relever, ensemble en mettant en œuvre tous les leviers disponibles, dont le partage de la langue française qui unit cet espace. Et juste pour vous dire, les membres de l'AUF qui viennent de la Serbie sont l'Université de Novi Sad, l'Université de Niš, l'Université de Kragujevac et l'Université des Arts de Belgrade.
Alors, pour approfondir un peu sur le sujet de la francophonie et le Canada, sensible à l'importance du fait français sur son territoire et déterminé à contribuer à son rayonnement sur la scène internationale, le Canada a été l'un des premiers pays à promouvoir la francophonie. Le Canada est un partenaire important de la francophonie et sa participation permet de partager les bénéfices de la dualité linguistique et du pluralisme dont jouissent les Canadiens et Canadiennes. Comme vous savez sûrement, le Canada, c'est un pays avec une grande diversité, qui est aussi un pays officiellement bilingue. Alors, nous sommes très heureux de partager cette expérience avec 2 langues officielles, l'anglais et le français, mais aussi avec beaucoup d'autres langues qui sont parlées à travers le Canada. En 1970, le Canada a été l'un des membres fondateurs de l'Agence de coopération culturelle et technique, qui est devenue l'OIF en 2005. Et le Canada œuvre activement au sein de la francophonie internationale depuis sa création. Aussi, pour votre information, pas ici, mais à Belgrade, il y a un groupe de chefs de mission des pays membres et institutions qui s'est formé l'année dernière, des pays de la francophonie. Alors, il y a l'ambassadeur du Maroc, qui est présentement le président de ce groupe, et je suis une des vice-présidents du bureau de ce groupe d'ambassadeurs. Alors, comme j'ai dit, le Canada est un partenaire important de la francophonie. Il appuie les mandats des différentes institutions et participe activement aux prises de décision. Ses contributions annuelles, qui se chiffrent à environ 40 millions de dollars canadiens, permettent la mise en œuvre de leurs programmations respectives. Le Canada compte 4 sièges à l'OIF. Alors, il y a le Canada comme pays, qui est un pays fédéral et où nous avons une politique de bilinguisme officielle. Il y a aussi la province de Nouveau-Brunswick, qui est une province officiellement bilingue aussi, en anglais et français. Il y a la province de Québec, qui est une province où la langue officielle est le français. Et ces 2 provinces-là, le Nouveau-Brunswick et le Québec, sont tous les 2 des membres de plein droit. Il y a aussi la province d'Ontario, qui participe à titre d'observateur. Et en Ontario, c'est là où est situé Ottawa, la ville d'Ottawa et la ville de Toronto. La province est unilingue en anglais, mais avec une grande population de francophones qui habitent dans la province. Et depuis janvier 2015, la secrétaire générale de l'OIF était l'ex-gouverneure générale du Canada, Madame Michaëlle Jean. Elle était non seulement la première femme à diriger la francophonie, mais elle était également la première Canadienne. Elle a pris la parole au Conseil de sécurité des Nations unies et a fait entendre la voix de la francophonie lors de nombreuses conférences internationales traitant d'enjeux prioritaires pour la planète, notamment en matière de migration, de changement climatique, de développement économique et de création d'emplois. Et son mandat, qui était caractérisé par son engagement envers les femmes et les jeunes, est terminé en décembre 2018. C'est maintenant Madame Louise Mushikiwabo, l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui lui a succédé à partir de janvier 2019. Alors là, j'aimerais parler en plus de détails des valeurs canadiennes, et surtout parce que nous venons tout juste de célébrer le Jour international des femmes, le 8 mars, j'aimerais parler encore plus des droits de la femme et l'égalité des genres au Canada. Alors, l'égalité des genres, l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que la promotion et la protection de leurs droits fondamentaux sont des valeurs canadiennes essentielles. Et que faisons-nous au Canada pour promouvoir l'égalité entre les sexes?
Nous sommes déterminés à promouvoir ces valeurs grâce à l'aide au développement international, grâce aux interventions diplomatiques et grâce à notre politique commerciale et nos services commerciaux. Et je vais en parler un peu en plus de détails maintenant. Alors, le Canada intègre les objectifs d'autonomisation des femmes dans tous ses programmes et politiques de développement et il met en œuvre des projets spécifiques afin d'atteindre ces buts. La protection et la promotion des droits de la personne en faveur des femmes et des filles demeure une priorité majeure de la politique étrangère du Canada. Des discussions à ce sujet ont lieu avec d'autres pays et dans les forums multilatéraux. L'accent est mis sur la réalisation de progrès équitables et durables, l'amélioration du statut de la femme et du respect des droits des femmes et de leurs contributions. Dans notre programme de développement, à travers notre politique d'aide internationale féministe, les progrès vers l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles exigent une approche fondée sur les droits de la personne avec la mobilisation des hommes et des garçons et l'appui des organisations féminines. Notre programme commercial progressiste est axé sur une approche inclusive et progressiste qui profite à la classe moyenne et à ceux qui s'efforcent d'y accéder. Le Canada promouvoit l'égalité des genres et la durabilité de l'environnement à travers cette approche commerciale, tout en cherchant à mieux répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises. Alors, encore un peu plus de profondeur sur notre politique d'aide internationale féministe. Le Canada est déterminé à fournir une aide internationale féministe qui est fondée sur les droits de la personne et inclusive, stratégique et concentrée, transformatrice et militante et fondée sur des faits. Pour soutenir plus efficacement l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles à l'échelle mondiale, le Canada défendra et appuiera des initiatives qui améliorent la protection et la promotion des droits fondamentaux des femmes et des filles, qui contribueront à une participation accrue des femmes et des filles aux prises des décisions au même titre que les hommes, particulièrement quand il s'agira d'instaurer un développement et une paix durable, et qui donneront aux femmes et aux filles un accès et un contrôle plus équitable en ce qui concerne les ressources dont elles ont besoin pour assurer une égalité sociale et économique continue. Notre politique de développement international a six priorités. Alors, ce sont l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. Deuxièmement, c'est la dignité humaine qui inclut la santé et la nutrition, l'éducation et l'action humanitaire. Il y a aussi la croissance au service de tous, ce qui veut dire une croissance économique qui améliore la qualité de vie de tous les membres de la communauté. Quatrièmement, c'est l'environnement et l'action pour le climat. Cinquièmement, la gouvernance inclusive. Et sixièmement, la paix et la sécurité. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons cette nouvelle politique. Après des consultations au Canada avec nos partenaires et dans les pays en voie de développement, le Canada a adopté cette politique d'aide internationale féministe qui vise à éliminer la pauvreté et bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère. Le Canada croit fermement que promouvoir l'égalité des genres et renforcer le pouvoir des femmes et des filles est le moyen le plus efficace pour atteindre cet objectif. Lorsqu'on donne aux femmes et aux filles des chances égales à réussir, une croissance économique s'ensuit.
Et au sein de cette plus grande politique, en juin 2017, le Canada a annoncé le programme Voix et leadership des femmes dans le cadre de cette politique pour répondre aux besoins des organisations locales des femmes dans les pays en développement. Afin de combler le déficit de financement important rencontré par les organisations et réseaux de défense des droits des femmes, le programme leur fournit un financement direct et un soutien institutionnel leur permettant de promouvoir les droits des femmes et l'égalité des genres et de renforcer le pouvoir des femmes dans les pays en développement. Dans le cadre de ce programme, le Canada collabore avec des partenaires afin d'améliorer la gestion et la viabilité des organisations locales et régionales de défense des droits des femmes, aussi de renforcer la capacité des organisations pour les droits des femmes de mettre en œuvre leurs programmes et la défense des droits, tout en faisant progresser l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, et aussi pour accroître l'efficacité des plateformes, des réseaux et des alliances de défense des droits des femmes aux échelles locales, nationales et régionales pour influer sur les changements politiques, juridiques et sociaux. Là, pour tourner à un autre sujet, il y a un autre programme au sein de cette plus grande politique qui s'appelle les femmes en STEAM. Alors, mise sur pied par le groupe Ingenium, l'initiative Femmes en STEAM vise à susciter et à maintenir l'intérêt des jeunes femmes pour ce secteur. Et juste pour vous rappeler, STEAM veut dire les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, comme c'est écrit sur l'écran. Depuis toujours, les femmes apportent d'importantes contributions dans les domaines de STEAM. Pourtant, on y constate des inégalités entre les sexes, en particulier aux échelons les plus hauts des milieux universitaires et industriels. Alors, selon les données de l'Institut des statistiques de l'UNESCO, moins de 30% des chercheurs dans le monde sont des femmes. Ces mêmes données de l'UNESCO montrent également dans quelle mesure ces femmes travaillent dans les secteurs publics, privés et universitaires, ainsi que leur domaine de recherche. De nombreuses études ont révélé que les femmes dans les domaines de STEAM publient moins, qu'elles sont moins payées pour leurs travaux de recherche et que leur carrière ne progresse pas aussi rapidement que celle des hommes. Cependant, une analyse des données plus approfondie révèle quelques exceptions surprenantes. Par exemple, en Bolivie, les femmes représentent 63% des chercheurs contre 26% en France et 8% en Éthiopie. Alors là, j'aimerais vous parler de quelques femmes canadiennes qui sont reconnues dans le domaine STEAM. Premièrement, il y a Donna Theo Strickland, qui est née en 1959 à la ville de Guelph, au Canada, qui est une physicienne canadienne pionnière dans le domaine des lasers. Elle est professeure adjointe au département de physique et d'astronomie de l'Université de Waterloo depuis 1997 et a été promue professeure en 2018. En 2018, elle est lauréate du prix Nobel de physique avec le français Gérard Mourou et l'américain Arthur Ashkin. Dr. Strickland est seulement la troisième femme à gagner le prix Nobel de physique et la première femme canadienne à être reconnue dans cette catégorie. Une autre femme canadienne, c'est le docteur Irene Ayako Uchida, qui est née en 1917 et est décédée en 2013 à l'âge de 96, qui était une médecin canadienne mondialement connue pour ses travaux sur le syndrome de Down et pour ses recherches sur les effets des radiations
sur les chromosomes humains et sur le lien possible entre la radiation et les anomalies congénitales. Dr. Uchida est la première scientifique canadienne à s'être intéressée à la cytogénétique, qui veut dire l'étude des chromosomes et des facteurs héréditaires. Dans les années 60, elle a découvert l'existence d'un possible lien entre les radiations et les anomalies chromosomiques. Il y a aussi le groupe Homeward Bound, qui rallie des scientifiques du monde entier et de toutes les disciplines dans la lutte contre les changements climatiques. Alors, ces expéditions en Antarctique, qui sont composées exclusivement de femmes, encouragent le leadership, les échanges et la collaboration en sciences. Et je pense qu'il y a une exposition dans le corridor, peut-être, qui inclut des informations sur ces femmes. Alors, pour vous parler un peu, c'est quoi la situation au Canada en termes de femmes en STEAM? En dépit des progrès importants réalisés par les femmes sur le plan de la scolarité et de la participation au marché du travail, celles-ci demeurent sous-représentées au sein des professions associées aux sciences naturelles et appliquées, qui offrent en moyenne des salaires relativement élevés, alors que les femmes sont surreprésentées dans les professions liées à l'enseignement primaire et secondaire et à la santé, qui, en comparaison, offrent des salaires moins élevés. Bien que l'écart salarial entre les hommes et les femmes ait eu tendance à rétrécir au fil du temps le domaine d'études, c'est un élément qui pourrait expliquer une partie de l'écart salarial restant, au même titre que les différences quant aux heures travaillées, au nombre d'années d'expérience et à la présence d'enfants. Si nous faisons une comparaison avec la situation en Serbie, ce sont des statistiques de 2016. Vous voyez que dans les sciences sociaux et en santé, il y a aussi une surreprésentation des femmes, tandis qu'en ingénierie et en sciences, il y a quand même plus d'hommes qui font partie. Alors, un de mes messages clés aux étudiants et étudiantes ici à l'Université de Novi Sad, c'est de vous supplier de considérer aussi les sujets STEAM. Et je dois dire que c'est la responsabilité de chaque université elle-même de promouvoir une atmosphère qui encourage et soutient la participation des femmes dans les études en STEAM. Aussi, quelques statistiques de la Serbie de 2016 qui démontrent aussi qu'en éducation, c'est quand même, il y a quand même plus d'hommes qui finalisent avec ces diplômes. Là, pour changer encore un peu le sujet, puisqu'on parlait des études, je voulais vous mentionner des opportunités pour les études au Canada. Alors, le gouvernement du Canada a lancé le programme de bourse d'études supérieures du Canada Vanier, ce qui est appelé le BESC Vanier, en 2008, pour attirer les meilleurs étudiants au doctorat d'ici et d'ailleurs et faire du Canada un centre d'excellence en recherche et en enseignement supérieur dans le monde. Les réussites universitaires des boursiers Vanier dans les domaines des sciences humaines, des sciences naturelles et ou du génie, ainsi que des sciences de la santé sont exceptionnelles et leurs qualités de leader sont reconnues. La valeur de cette bourse est de 50 000 $ canadiens par année et ça dure 3 ans, sans renouvellement. Ces bourses sont reparties également entre les 3 organismes subventionnaires qui sont les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie et le Conseil de recherche en sciences humaines au Canada. Et vous allez voir, il y a le lien sur l'Internet pour avoir plus d'informations sur ces 2 bourses.
Il y a aussi le programme de bourse postdoctorale Banting qui offre du financement aux meilleurs candidats postdoctoraux au niveau national et international afin qu'ils contribuent à l'essor économique, social et scientifique du Canada. L'objectif du programme de bourse postdoctorale Banting est d'attirer et de retenir les meilleurs chercheurs postdoctoraux au niveau national et international, de leur permettre de développer leur potentiel de chef de file et de les positionner pour qu'ils réussissent comme futurs chefs de file en recherche. Et la valeur de cette bourse est 70 000 $ canadiens par année. Et la durée est de 2 ans sans renouvellement. Et là, pour terminer, je voulais partager avec vous quelques informations plus générales sur le gouvernement du Canada et l'égalité entre les genres au Canada. Alors, vous savez peut-être que notre premier ministre est Justin Trudeau, qui lui-même s'appelle un féministe, et qui, lorsqu'il a créé son conseil de ministres, a décidé que ce conseil doit être paritaire et diversifié. Alors, lorsque le conseil a été formé, il incluait 15 femmes, et 15 hommes, bien sûr. Alors, c'était vraiment moitié-moitié. Il y a, lorsque le premier ministre a été, un journaliste lui a posé la question, pourquoi est-ce que vous avez trouvé que c'est important d'avoir un conseil de ministres qui est également partagé entre les femmes et les hommes? Il a dit très simplement, parce que c'est 2015, c'est l'année 2015. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un conseil de ministres qui est partagé? Alors, parmi les femmes importantes dans le gouvernement du Canada, il y a Madame Chrystia Freeland, qui est maintenant notre ministre des Affaires étrangères. Il y a Madame Mélanie Joly, qui est ministre du Tourisme, des langues officielles et de la francophonie. Il y a Madame Mariam Monsef, ministre des Femmes et de l'égalité des genres, qui est tout récemment aussi devenue ministre du Développement international. Et notre chef de gouvernement, Madame Julie Payette, qui est notre gouverneure générale et une femme qui aussi a travaillé beaucoup dans les sciences. Nous avons un ministère qui traite spécifiquement des questions d'égalité des genres. C'est le ministère des Femmes et de l'égalité des genres qui s'emploie à promouvoir l'égalité des sexes et, pour ce faire, intervient dans 3 domaines prioritaires, qui sont la sécurité et la prospérité économique des femmes, la participation des femmes à la vie démocratique et au pouvoir, et enfin l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles. Et jusqu'à l'année 2018, ceci était une agence du gouvernement du Canada, l'agence Conditions féminines Canada, mais elle est devenue le ministère des Femmes et de l'égalité des genres il y a quelques mois. Et voilà, c'est une photo de notre conseil de ministres. Comme vous voyez, c'est bien diversifié. Et là, c'est la fin de ma présentation, mais comme j'ai dit au début, je suis très ouverte à vos questions. Si vous ne maîtrisez pas le français, bien sûr, je suis aussi prête à vous répondre en anglais ou même je peux essayer en serbe. Merci. Alors, qui va être courageux pour poser la première question? Parfait. Bonjour, je suis Diana. Et je travaille au commissariat du Canada à Londres. Et je voudrais vous poser une question concernant le bilinguisme. Je voudrais immigrer à Ottawa et je désire savoir quelle est la situation de bilinguisme concernant qu'il y a d'un côté Québec, où le français est la langue officielle, et à Ottawa, où les gens parlent l'anglais. C'est une bonne question. Comme j'ai dit, au niveau fédéral, le gouvernement du Canada a une politique de bilinguisme.
Ce qui veut dire que si vous voulez travailler pour le gouvernement fédéral, il faut quand même être bilingue. Mais dépendant de où vous voulez vivre au Canada, dans quelle province et où vous voulez travailler, ce n'est pas nécessaire d'être bilingue. Malheureusement, il y a beaucoup de Canadiens qui parlent seulement un des deux langues officielles. Alors, c'est plutôt à l'ouest du pays où ce sont des anglophones, et au Québec et un peu plus à l'est où il y a la majorité des francophones. Mais comme je dis, ça dépend vraiment où vous voulez travailler et où vous voulez vivre. Alors, ce n'est pas absolument nécessaire. C'est sûr que si vous parlez les deux langues, c'est très utile. Et concernant l'éducation, est-ce que c'est possible d'étudier en deux langues en même temps? Oui. En même temps, oui, normalement, les universités au Canada sont ou bien des universités anglophones ou des universités francophones. Il y a l'Université d'Ottawa, qui est, je pense, la seule université en Amérique du Nord qui est bilingue, qui est officiellement bilingue en français et en anglais. Et à l'Université d'Ottawa, il faut en effet prendre des cours dans les deux langues pour recevoir son diplôme. Mais il y a aussi d'autres universités, bien sûr, qui offrent des programmes en français ou des programmes en anglais aussi. Merci beaucoup. De rien. Merci. Bonjour, je m'appelle Dayan. Merci pour cette opportunité de vous poser une question. Donc, je vous prie de me corriger si je fais une faute. Je ne vais pas vous corriger. Oui, bien sûr. Vous parlez très bien. Je voudrais savoir un peu de plus sur les problèmes des femmes et le droit. Est-ce que votre organisation aide aux femmes dans les pays francophones? Et aussi, est-ce qu'il y avait des problèmes spécifiques Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Vous parlez de la situation des femmes dans les pays de la francophonie, oui, en particulier, ou au Canada, oui, ou les deux? Ou les deux, oui. Ou les deux, oui. OK. Je voudrais savoir un peu de plus. Bon, je pense que les problèmes des femmes et des filles sont un peu les mêmes partout dans le monde. Et nous avons les mêmes problèmes au Canada que vous avez ici en Serbie et dans d'autres pays. Les femmes, normalement, reçoivent des salaires qui sont moins élevés que les hommes pour faire plus ou moins le même travail. Ils ont moins d'accès au pouvoir dans le gouvernement, mais aussi dans les compagnies privées. Il y a aussi une tendance, malheureusement, de violence envers les femmes et les filles. Alors, ce sont des problèmes qui existent partout. C'est sûr qu'au Canada, nous avons fait beaucoup de progrès durant les 40-50 années qui précèdent. Mais nous sommes pas arrivés à un moment où il ne reste plus de problèmes. Et je peux vous dire qu'au sein de l'organisation de la francophonie, c'est sûr que les droits des femmes et des filles est une grosse priorité, que ça fait partie des valeurs partagées de tous les pays de la francophonie. Et alors, les membres pays de la francophonie offrent de l'aide et de l'encouragement à tous les autres membres pour améliorer la situation pour les femmes et les filles. Mais il y a aussi, comme je parlais de notre politique de développement international féministe, nous avons, comme le gouvernement du Canada, nous avons pris la décision de vraiment focuser nos efforts en développement international sur le rôle des femmes et des filles, en comprenant que en ayant cette emphase sur la promotion et le bien-être des femmes et des filles, ceci a un effet qui se reflète à travers toute la communauté. Alors, c'est bien pour tout le monde quand les femmes sont mieux éduquées, par exemple, quand les femmes ont accès aux ressources économiques de leur communauté, etc. Merci. De rien. D'autres questions? Bonjour, nous sommes déjà rencontrés. Oui. Tout le monde me connaît aussi là-bas. Donc, nous sommes au courant qu'avant d'arriver ici, vous êtes allé voir le maire de la ville de Novi Sad,
vous êtes allé voir le recteur de l'université et vous êtes allé voir l'Institut Biosense. Donc, pourriez-vous nous dire quelque chose à propos de vos impressions? Est-ce qu'il y a des projets qui étaient déjà lancés, proposés, envisagés? Donc, quelque chose à propos de vos visites avant d'arriver à la faculté des lettres. Merci. Oui, en effet, j'ai eu ces 3 rencontres et c'est pour cela que nous étions un peu en retard. Alors, je m'excuse pour le fait que nous étions en retard un peu. Toutes ces rencontres ont été très intéressantes. Avec le maire, nous avons parlé de la coopération en général entre l'ambassade du Canada et la ville de Novi Sad. Nous avons déjà eu d'une bonne coopération. Par exemple, il y a quelques années, nous avons célébré les jours du Canada à Novi Sad et nous avons commencé à parler comment est-ce qu'on pourrait planifier une autre fois d'avoir un jour de Canada à Novi Sad. Qu'est-ce que j'oublie? Nous avons parlé aussi du fait que, bien sûr, le Canada a beaucoup de chanteurs et de chanteuses, de musiciens et musiciennes qui pourraient jouer au festival Exit, qui est très reconnu dans la région, mais aussi de voir quels sont les autres aspects de coopération culturelle qui pourraient exister. Ensuite, à l'université, nous avons parlé aussi des liens de coopération entre l'université de Novi Sad et des institutions académiques au Canada. Il y a déjà quelques liens qui existent, mais nous avons parlé du fait qu'on pourrait explorer quels sont d'autres liens. Et nous avons aussi souligné que en créant ces liens entre l'université de Novi Sad et des universités au Canada, c'est souvent très, très utile d'avoir une personne qui a des liens personnels avec l'autre institution. Parce que c'est de commencer au rectorat entre 2 universités, c'est très formel et il y a des opportunités, mais ce n'est pas toujours clair où sont les meilleures voies de coopération. Tandis que s'il y a, disons, un professeur qui enseigne ici, qui vient du Canada, ou un professeur qui est d'origine serbe, mais qui travaille maintenant au Canada, là, avec les institutions, ils peuvent explorer en beaucoup plus de détails quels sont les aspects de coopération qui sont les plus intéressantes. Et après, à la réunion avec les collègues de Biosense, j'étais vraiment, je dois dire, bouleversée par le potentiel énorme de ce qu'ils font. C'est vraiment, je suis très, très impressionnée. C'est un institut qui fait du travail à un niveau mondial, qui offre des possibilités, non seulement pour la Serbie, bien sûr, et pour l'Europe, mais aussi pour les pays en voie de développement qui ont beaucoup de misère à avoir assez de nourriture pour leur population. Et avec cette technologie qui est maintenant offerte à travers Biosense, il y a vraiment des possibilités intéressantes et j'aimerais en parler avec mes collègues au Canada quand c'est possible. Merci pour vos réponses. Encore une petite question. À propos des bourses doctorales et postdoctorales, est-ce qu'il y a des priorités concernant les disciplines ou toutes les disciplines sont prises en compte également? Donc les sciences humaines, sciences sociales, ingénieurs, technologues et autres. C'est ça que je comprends, qu'il n'y a pas une préférence spécifique. C'est vraiment pour avoir les meilleurs chercheurs travaillant au Canada dans chacun de ces domaines. Merci. Bonjour, je m'appelle Nicolas et donc j'ai entendu que les nouveaux citoyens du Canada apprennent à parler la langue anglaise plutôt que
la langue française. Donc, est-ce que c'est un problème pour la population québécoise? Car, par exemple, à Montréal, chaque année, le nombre d'anglophones grandit et de francophones diminue. Ça dépend vraiment d'où vont les nouveaux immigrants au Canada. Alors, il faut aussi mentionner que il y a certaines provinces, comme la province de Québec, qui ont des droits spéciaux pour l'immigration. Alors, le gouvernement du Québec peut aller chercher des immigrants à travers le monde et, bien sûr, ils mettent l'emphase sur la capacité de la personne de parler le français. Parce que pour quelqu'un qui va venir travailler au Québec, bien sûr, c'est beaucoup plus facile s'il parle déjà le français. Alors, il y a cet aspect-là. Sinon, au niveau fédéral, les immigrants potentiels sont jugés sur leur niveau d'éducation, sur leur connaissance, leur expertise et aussi leur maîtrise de l'anglais ou du français. Ils sont acceptés même s'ils ne sont pas bilingues. Mais comme je dis, si quelqu'un vise à aller travailler et vivre à la province de Québec, c'est dans leur intérêt de parler le français. Alors, je ne peux pas dire qu'il y a effectivement une diminution des nombres de personnes au Canada qui parlent le français. C'est sûr qu'à chaque année, nous recevons beaucoup d'immigrants. Ça dépend de l'année, mais entre 250 000 et 300 000 personnes qui arrivent chaque année. Et la majorité probablement parlent l'anglais, mais ils vont vivre à travers le Canada aussi. Et ceux qui parlent le français, très souvent, vont aller vivre à la province de Québec. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? OK. Bonjour, moi c'est Béni. Je ne suis pas de la philosophie, je fais la génie civile. Il y a une question que je me pose très souvent lorsque j'entends parler de la parité. C'est que vous, étant que femme, qu'est-ce que vous voyez comme inconvénient lorsqu'il y a de la parité dans un milieu quelconque? Par exemple, j'ai beaucoup été intéressé lors de l'exemple que vous venez de donner de votre Premier ministre. Il a instauré 15 Oui, c'est ça? Oui. Et vous, lorsque vous vous voyez travailler comme un homme, et donc vous vous mettez au même niveau que l'homme, vous faites ce que l'homme fait, vous recevez tout ce que l'homme reçoit comme salaire, je peux dire. Et qu'est-ce que vous voyez, quel inconvénient que vous voyez là-dedans? Je ne sais pas si ma question est claire. Merci. Je pense que j'ai compris. Quels sont les inconvénients? Je commencerai par dire que au niveau du gouvernement fédéral du Canada, ça fait déjà des années que nous avons un programme en place qui vise à s'assurer que à tous les échelons du gouvernement, il y a un nombre représentatif de population de la Canada, de femmes, de personnes, de groupes minoritaires et de personnes avec des... j'oublie le mot en français, disabilities, avec les personnes handicapées et aussi les personnes autochtones du Canada, les groupes indigènes. Alors, nous avons vu beaucoup d'efforts pour être sûr que les femmes, les handicapés, les indigènes ont cette capacité de non seulement de commencer à travailler au sein du gouvernement du Canada, mais aussi à s'avancer dans le système. Et comme femme, bien sûr, je suis très heureuse qu'il y ait eu cette possibilité parce que ceci a ouvert la porte pour des personnes comme moi qui ont des capacités comme mes collègues masculins à faire du travail pour notre ministère et comme ça qui ont eu ces possibilités. Je ne vois pas qu'il y a nécessairement des inconvénients, mais ce que j'aimerais dire, c'est que c'est sûr que nous avons tous
des biais inconscients et que c'est normal, disons, que pour moi, comme une femme de Moyen Âge qui est blanche, d'avoir la majorité de mes amis qui sont aussi des femmes, qui sont de Moyen Âge, qui viennent à peu près du même culture que moi. Mais ce qui est important, c'est de garder en tête que ces biais inconscients peuvent affecter toutes sortes de décisions dans nos vies. Alors, pour exemple, si vous êtes une jeune femme originellement de l'Afrique, disons, qui arrive à une entrevue pour un emploi, et les personnes qui sont membres du comité pour engager la nouvelle personne, s'ils sont tous des hommes qui sont de Moyen Âge, qui sont des hommes blancs, par exemple, ça crée une atmosphère qui n'est pas aussi confortable pour la jeune femme qui vient postuler pour ce poste. Nous que c'est important au sein du gouvernement, au sein de l'industrie, des compagnies privées, de montrer que nous apprécions tous la diversité. Et c'est la diversité qui va avoir un effet très important sur notre progrès social et sur notre progrès économique aussi. Il y a des études maintenant qui démontrent que parmi les compagnies qui ont des directeurs d'un background diversifié, la compagnie est plus efficace et plus profitaire. Alors, ça vaut la peine d'avoir une diversité, mais puisque nous sommes tous des individus qui ne sont pas parfaits, nous gardons quand même ces biais inconscients, mais il faut essayer d'être conscient pour pouvoir promouvoir les personnes qui sont les meilleures pour le poste. Ce n'est pas important s'ils sont des hommes ou des femmes ou des jeunes ou des plus âgés. Est-ce que j'ai saisi plus ou moins? Merci. Ouais, okay. Vous êtes dans le bon. Juste, j'aimerais savoir, est-ce que ça ne vous rend pas têtu, par exemple? Le fait. Non, je ne pense pas. Je suis très fière du fait que... Vous restez femme à votre niveau. Oui, je suis fière et heureuse d'être ambassadrice du Canada. C'est sûr que notre gouvernement, c'est notre premier ministre qui a aussi mis beaucoup d'emphase dans les quelques dernières années d'avoir une égalité entre les hommes et les femmes qui sont envoyés à travers le monde comme ambassadeurs et ambassadrices, encore une fois, pour démontrer la diversité qui est le Canada. Ça m'a étonné vraiment. Merci beaucoup. Okay. De rien. Okay. Dobar dan, ja ću postaviti pitanje na srpskom. Moje ime je Katarina. Kada ste govorili o, ako sam dobro zapamtila, Ministarstvu za žene i rodnu ravnopravnost, rekli ste da je jedan od prioriteta Ministarstva suzbijanje nasilja prema ženama. Budući da dolazim iz jedne državne pokrajinske ustanove koja se bavi ženskim ljudskim pravima i rodnom ravnopravnošću, mene zanimaju primjeri prakse. Znači, dakle, kakve programe, projekte, aktivnosti i mere sprovodi to ministarstvo? Znači, da li imate neke primere dobre prakse? Kako se borite sa tim nasiljem prema ženama? Hvala. Dobro, ja ću se truditi da vam odgovorim na srpskom. Mogu vam dati dva primjera. Prvi je jednostavan primjer. To je to što ovo ministerstvo je napravio jedan online trening, kurs, koji se zove, i ne znam na francuskom, ali na engleskom je Gender-Based Analysis Plus. I svaki čovjek koji radi na vladi Kanade ili bilo ko, u stvari to je besplatno i to je dostupno na internet, može slušati taj online kurs i to pomaže da mi svi razumijemo da svako rješenje, svaka akcija, sve što mi radimo u našem životu, u privatnom životu, u poslovnom životu, može imati neku
dimenziju koje je vezano sa rodnom ravnopravnošću. Evo, padeži me još uvijek ali hvala. To je jedan jednostavan primjer, ali ja bih rekla kao bolje komplikovan primjer. Mi smo nedavno imali ovdje u Srbiji jedan stručnjak, koji je ženski stručnjak? Ekspert. Jedna kanadska ekspertnikinja u ovom sferu o nasilje protiv ženama i mladim ženama. I ona je pričala sa Ministarstvom unutrašnjih osnova, hvala. I ona je nama isto pričala kako je situacija se mijenjala u Kanadi u toku već 20-30 godine. Na primjer, što se tiče ja nemam puno vokabularu na srpskom, domestic violence? Kućno nasilje. Kako? Kućno nasilje. Prije, ako je neko... Nasilje u porodici, dobro. Prije, kad je neko zvao policiju, recimo, i dolazi policajac i vidi da je to neki spor između muža i supruge i vidi se da on je nju bio, ali policajci su rekli, pa evo, to je porodična stvar, mi ne možemo ništa raditi, ovo nije za nas. I nek oni to rješavaju sami. A sada, kroz puno treninga i puno effort, puno truda, sada policajci znaju da nije važno ako žena kaže ne, u stvari sve je dobro, ja neću da se žalim protiv muža. Ako policajac dolazi u kući i vidi da stvarno je jasno da je bila takva situacija, onda policajac primi rješenje da će uhapsiti ovog čovjeka, jer obično je muškarac koji to pravi, i da ga uhapsi i da ide na suđenje. Nije važno da žena ili djevojka u ovoj situaciji kaže da hoće ili da neće. I to je, na primjer, to je jedan veliki korak koji se pravi u Kanadi. To se radilo u toku nekoliko deceniji, a to su stvari koje mogu se mijenjati u bilo kojoj zemlji, samo to traje vrijeme i treba da svi su koncentrisani na to pitanje, da ima resursi koji su vezani s tim, da ima neki trening za policajci i ne samo jednom, nego da redovno imaju trening i tako dalje. Ali to je primjer koji su akcije koje oni mogu praviti. Merci, Son Excellence, pour ce discours et surtout pour la conversation qui s'est ensuivie, parce que je vois que les étudiants ont coupé finalement cette barrière et que de plus en plus ils se sentent libres de poser des questions. N'importe qui se trouve ici, j'en suis ravi. Mais je vais profiter de cette situation et au nom de Son Excellence, je vais inviter tous ces étudiants présents dans la cantine de la faculté où Madame l'ambassadeur a préparé un petit cocktail. Voilà, merci à vous. Merci et moi aussi un gros merci à vous.